Bonjour à tous, bienvenue au dîner emploi du 31 octobre. Donc, joyeuse Halloween à tous les participants. Aujourd'hui, on va parler de l'erreur et de la faute d'un employé. Donc, c'est quoi la responsabilité de l'employeur quand un employé commet une faute? Donc, bienvenue à tous. Je me présente pour commencer. Donc, mon nom est Marie-Ève Galipeau. Je suis directrice des services juridiques ici chez Alliance Ressources humaines. Donc, je suis également avocate depuis 2013 et je pratique principalement en droit du travail, mais j'ai aussi un beau parcours en droit civil, ce qui me permet de vous parler d'un grand étendu là, du sujet dont on va discuter aujourd'hui. Donc, on va commencer comme ça. Donc, la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que l'employeur est responsable de la faute de son employé? Donc, la réponse générale, en fait, c'est oui. Donc, l'employeur, la règle, c'est que l'employeur est présumé responsable de la faute de son employé dans l'exercice de ses fonctions. Donc, ça, c'est pas nécessairement, oui, c'est une présomption, oui, c'est une règle de base, mais nécessairement, ça prend des conditions pour que l'employeur soit au final déclaré responsable de la faute commise par son employé. Donc, il y a deux volets à la faute de l'employé. Nécessairement, quand un employé commet une faute sur les lieux du travail, nécessairement, l'employeur a des recours contre lui, donc peut lui imposer des mesures, l'encadrer, donc appliquer son droit de gestion auprès de l'employé. Mais il y a aussi un volet civil là-dedans. Donc, un volet vraiment où est-ce que la responsabilité civile de l'employeur peut être engagée et la responsabilité de l'employé également. Donc, les conditions pour que l'employeur soit finalement responsable de la faute de son employé, il y en a là, les 5 plus grandes, ce sont celles-ci. Donc, ça prend une faute nécessairement. L'employé doit être l'employé de son employeur. Elle doit avoir commis la faute pendant l'exercice de ses fonctions. La faute doit avoir causé un préjudice. Et comme je le disais, là, ce qui vient, donc il doit y avoir un préjudice et le préjudice doit être causé par la faute. Donc, c'est les 5 grandes conditions qui doivent être retrouvées par la personne plaignante, donc par la personne qui va avoir subi un préjudice pour pouvoir engager la responsabilité de l'employeur. Donc, les recours, en fait, la personne qui a été victime de la faute de l'employé, donc celle qui va avoir subi un préjudice, peut poursuivre, en fait, l'employeur et ou l'employé. Ce que ça veut dire, c'est que l'employeur, nécessairement, va pouvoir être poursuivi par la personne victime, mais aussi l'employé. Et si l'employeur est lui-même poursuivi pour la faute de son employé, bien, va pouvoir avoir un recours contre lui également. Donc, généralement, il peut arriver, en fait, que des personnes croient que parce qu'ils sont employés dans une entreprise, qu'ils n'ont pas nécessairement, que leur responsabilité n'est pas engagée, mais on doit tous agir comme une personne raisonnable et si on fait défaut à ça, bien, nécessairement, notre responsabilité peut être engagée même si on est employé. Donc, on va décortiquer un petit peu les conditions là, qui doivent être remplies pour engager la responsabilité d'un employeur lorsqu'un employé commet une faute. Donc, on a parlé tantôt, il y a 5 grandes conditions, donc on va les passer ensemble. Donc, la faute. La faute, c'est quoi? Donc, c'est pas une simple erreur. C'est vraiment une faute. C'est une faute, dans le fond, on va caractériser une faute sur un acte ou une omission. Puis on va se baser vraiment sur le critère de la personne raisonnable qui est placée dans les mêmes circonstances. Donc, c'est vraiment une personne qui fait défaut de soit respecter ses obligations légales ou qui se comporte d'une manière complètement non diligente ou déraisonnable à l'égard d'autrui. Puis ça, c'est sans égard à l'intention. Donc, la faute est parfois intentionnelle, parfois non intentionnelle. Mais si une personne fait défaut de se comporter comme elle aurait dû se comporter dans une certaine circonstance, comme une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, à ce moment-là, ça va être catégorisé comme étant une faute. On l'a dit, le premier point, donc un acte ou une omission. Donc, ça peut autant être une action, donc je fais quelque chose qui est fautif, ou je ne fais pas quelque chose que j'aurais dû faire, qui là se transforme aussi en une faute. Donc, ça peut être autant une omission qu'un acte. Donc, c'est important de garder ça en tête aussi. Quand on dit qu'un employé,
La règle existe pour tous les types de relations. Quand on donne, par exemple, quand on se fait représenter, la règle, c'est vraiment une règle civile qui dit que le commettant est responsable de la faute commise par son préposé. Donc, ça peut être autant un mandataire, un sous-traitant, tout ça. Nous, on se concentre vraiment sur la portion, la relation employeur-employé. Donc, pour engager la responsabilité de l'employeur, la personne qui va poursuivre va devoir prouver que l'employé est l'employé de l'employeur. Puis pour ça, les conditions essentielles vraiment de cette relation-là, c'est d'être lié par un contrat de travail. Là, entendez-moi bien, le contrat de travail, c'est qu'il soit écrit ou verbal. Pas nécessaire qu'il y ait nécessairement un contrat écrit pour prouver qu'il y ait un contrat de travail. Le contrat de travail, c'est vraiment, en fait, l'engagement de deux personnes. Donc, une qui va s'engager à donner du travail et l'autre qui va verser un salaire, donc donner du travail, verser un salaire. Et puis l'autre personne, l'employé, qui va s'engager à fournir une prestation de travail. Il y a un lien spécifique, on le sait, là, entre l'employeur et l'employé, c'est le lien de subordination. Donc, ce qui peut aussi aider parfois à distinguer est-ce qu'on est dans un contexte de sous-traitance ou vraiment de contrat de travail. Donc, pour prouver que la responsabilité de l'employeur est engagée, on va devoir prouver qu'il y a un compte, donc c'est l'employé. Donc, il y a un contrat de travail, puis le lien de subordination peut aider à le faire. Quand on dit que la faute doit être commise pendant l'exercice de ses fonctions, ce que ça veut dire, c'est que vraiment la faute commise par l'employé doit être effectuée, doit être commise quand il travaille pour l'employeur. Donc, quand il est sous la direction de son employeur. Puis ça, c'est peu importe qu'il soit, pardon, mais le plus gros facteur qui va vraiment jouer pour déterminer si l'employé a commis la faute pendant l'exercice de ses fonctions, c'est aussi le contexte. Donc, si par exemple, un employé a commis une faute sur les lieux du travail ou pendant les heures de travail, mais que le contexte n'est pas nécessairement relié au travail. Donc, par exemple, un employé qui est sur les lieux du travail, mais qui texte une personne dans sa vie personnelle, qui la menace dans sa vie personnelle. Donc, c'est vraiment un lien avec le contexte personnel. À ce moment-là, le lien avec l'employeur est plus difficile à faire. Donc, c'est plus probable que la responsabilité de l'employeur ne soit pas engagée comparativement à une situation où la faute aurait été commise à l'extérieur du travail et en dehors des heures du travail, mais dans un contexte relié au travail. Donc, par exemple, un employé qui utilise les données de ses clients pour effectuer de la fraude. Donc, vraiment, c'est relié au travail. Donc, à ce moment-là, la personne fraudée pourrait revenir contre l'employeur pour les actes commis par ses employés. Donc, ces deux petits exemples qui viennent vraiment démontrer que le contexte, même si pendant l'exercice de ces fonctions, là, c'est une des conditions, mais que le contexte va vraiment avoir un rôle à jouer pour déterminer si l'employeur est responsable de la faute de son employé. Nécessairement, pour engager la responsabilité, il doit y avoir un préjudice. Donc, si l'employé commet une faute, donc oui, on s'entend que c'est une faute, qu'il l'a commis pendant l'exercice de ses fonctions, mais qu'il n'y a aucun préjudice. La responsabilité, en fait, la poursuite, donc en droit civil, ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment un régime d'indemnisation. Donc, on ne peut pas gagner, on peut seulement se faire indemniser. Puis pour ça, ça prend un préjudice. Donc, s'il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas de responsabilité. Ça prend vraiment la faute, le préjudice et le lien entre le préjudice et la faute. Donc, le préjudice, c'est quoi? Donc, généralement, ça peut avoir trois composantes. Donc, pas nécessairement des composantes parce qu'ils n'ont pas besoin d'être reliés, mais trois aspects. Donc, trois types différents. Fait que le dommage corporel, le dommage moral ou le dommage matériel. Donc, le dommage matériel, c'est vraiment une perte au patrimoine, donc vraiment matériel. Ça peut être une perte au niveau financier, un bris d'équipement, tout ce qui est matériel va être considéré comme un dommage matériel. Dommage moral, plus au niveau de la dignité, de l'intégrité, etc. Puis le dommage corporel, c'est quand on cause un dommage ou un préjudice vraiment au corps. Donc, une maladie, même la mort, les blessures, tout ça, c'est des dommages corporels.
Puis nécessairement aussi, si la faute, oui, l'employé a commis une faute, que l'employé, pas que l'employé, mais que l'autre personne a subi un préjudice, mais que son préjudice n'est pas du tout causé par la faute, bien à ce moment-là, la responsabilité de l'employeur non plus ne pourra pas être engagée. Donc, ça prend aussi ce qu'on appelle un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Donc, si ces 5 composantes-là sont retrouvées, donc la faute, le préjudice, le lien entre les deux, le fait que l'employé est véritablement un employé et qu'il y a véritablement un préjudice, bien à ce moment-là, la responsabilité de l'employeur pourra être justement là, engagée. Je pense que j'ai répété 2 fois préjudice, là, mais c'est vraiment faute causée pendant l'exercice de ses fonctions. 2 petits exemples. Donc, pour savoir concrètement là, sur, par exemple, au travail, comment ça peut s'interpréter, tout ça, puis c'est quoi, à quoi l'employeur ou à quoi on doit penser des fois. Donc, quel type de faute un employé peut causer? Bien, c'est sûr que les exemples sont infinis. Mais, par exemple, donc, on va donner 2 petits exemples. Donc, par exemple, c'est un préposé à la réception d'une entreprise d'entretien d'appareil qui prend l'initiative de réparer l'appareil d'un client alors qu'il ne connaît rien. Donc, c'est pas son poste, c'est pas sa tâche, mais il prend quand même l'initiative d'agir au-delà de ses compétences. Bien, ça pourrait être considéré comme une faute. Pardon? Ça pourrait être considéré comme une faute parce que justement, la personne n'a pas agi comme une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Une personne raisonnable dans les mêmes circonstances aurait agi dans l'intérieur de ses compétences. Donc, on n'aurait pas nécessairement réparé une machine s'il n'avait pas les compétences de le faire. Donc, on peut considérer que c'est une faute. On le dit dans l'exemple, donc ça cause un dommage. Donc, l'appareil du client a subi un dommage. Donc, l'employé a mal réparé et la machine est brisée. Donc, ça a subi un préjudice. Est-ce que le préjudice est causé par la faute? Ça sera une évaluation. Donc, on pourrait vérifier si l'appareil a véritablement été brisé par l'employé. Mais si c'est le cas, bon, il y a une faute, il y a un préjudice, puis il y a un lien de causalité entre les deux. Ensuite de ça, si on considère vraiment que l'employé, véritablement, dans cet exemple-là, ça semble assez clair que l'employé a causé la faute pendant l'exercice de ses fonctions. Et puis, bien, l'employé est l'employé de son employeur. Donc, on devra aussi prouver que c'est véritablement son employé. Donc, les 5 conditions semblent être bien réunies pour que l'employeur voit sa responsabilité engagée. On va voir tantôt des petits trucs que l'employeur peut mettre en place pour limiter les risques que sa responsabilité soit engagée. Un deuxième exemple, un livreur menace et insulte un client lors de la livraison de son matériel. Donc, on peut penser justement, tantôt on en a parlé, des types de préjudices. Donc, le préjudice matériel, c'est l'exemple auquel on pense tous. Donc, vraiment la chose qui est brisée, donc l'employé qui fait subir une perte. Mais dans ce cas-ci, par exemple, c'est un livreur. Donc, un employé a un mauvais comportement, donc un comportement déplacé qui peut même aller jusqu'à menacer ou à insulter un client, alors qu'il est dans l'exercice de ses fonctions, bien, ça aussi, c'est une faute. Donc, il agit de manière déraisonnable, non diligente à l'égard d'autrui. Et puis, ça peut causer un préjudice. Donc, ce qu'il faudra se poser, c'est est-ce que la personne, donc le client, est-ce qu'il subit un préjudice de ces menaces-là? Donc, est-ce qu'il, je ne sais pas, là, est-ce qu'il subit un préjudice psychologique? Est-ce que c'était répétitif? Donc, on va devoir vérifier ça. Mais simplement garder en tête aussi que le comportement, donc un mauvais comportement d'un de vos employés peut aussi engager la responsabilité de l'employeur. S'il subit un préjudice et si les 5 conditions sont rencontrées. Donc, ce n'est pas juste la faute de l'employé au niveau matériel, mais c'est aussi tout le comportement. Donc, toutes les actions de l'employé pendant qu'il est au travail peut aussi engager la responsabilité de l'employeur. L'employeur qui est présumé responsable, tantôt on l'a dit, c'est une présomption. Donc, c'est pour définir c'est quoi une présomption, c'est vraiment, on prend pour acquis. Donc, la loi prend pour acquis et on dit dans la loi que l'employeur est présumé responsable. Donc, l'employeur est présumé responsable, ça veut dire que c'est une preuve qu'on a à faire en moins. Donc, la personne qui va poursuivre l'employeur va pouvoir dire, bien, moi, j'ai subi une faute de l'employé pendant l'exercice de ses fonctions, j'ai subi un préjudice, c'est l'employé de l'employeur.
et il y a un lien entre la faute et le préjudice. Donc, s'il réussit à prouver ces 5 points-là, la responsabilité de l'employeur est engagée sans avoir à prouver une faute de l'employeur. Donc, l'employeur ne va pas nécessairement lui-même avoir commis une faute, mais sa responsabilité est vraiment engagée pareil du fait que l'employé qui était sous sa charge a commis lui-même une faute. Une présomption qui n'est pas absolue, là, comme on le dit, là, une présomption simple, donc comme dans ce cas-ci, peut être repoussée. Donc, l'employeur peut démontrer certains éléments pour prouver que sa responsabilité n'est pas engagée. Donc, sa qu'il a tout mis en œuvre ou qu'il a vraiment, lui, agi comme un employeur responsable puis que la faute de l'employé est complètement en dehors de lui. Donc, il y a différents moyens pour repousser une responsabilité. Par exemple, l'employeur pourrait alléguer qu'il n'est pas l'employeur ou le commettant, c'est un synonyme, de la personne qui a commis la faute. Donc, vous pouvez dire, moi, je ne suis pas son employeur, c'est un sous-traitant, il a lui-même sa propre responsabilité d'agir. Moi, j'ai mis des choses en place, ma responsabilité n'est pas engagée. Vous pourriez aussi mentionner que, justement, l'employé n'a commis aucune faute ou que la faute a été commise par l'employé en dehors de l'exécution de ses fonctions, puis dans un contexte qui est relatif au privé. Donc, si le contexte n'est pas relatif à la vie professionnelle, mais plutôt relatif à la vie privée, ça peut être aussi une façon de dégager sa responsabilité. L'employeur peut aussi réussir à prouver que le dommage résulte de la faute de la victime elle-même et non de la faute de l'employé. Donc, si par exemple, dans le cas où est-ce que tantôt on avait donné que le réparateur était venu réparer une machine, puis que ça causait un dommage, bien, dans un cas comme ça, où est-ce que la victime, la personne propriétaire de l'appareil, la personne propriétaire de l'appareil aurait elle aussi aidé à réparer l'appareil, puis qu'on constate que c'était le tournevis qu'elle a utilisé, donc c'est sa faute à elle. Donc, dans un cas comme ça, où est-ce que l'employeur peut réussir à déterminer que c'est la faute de la victime et non la faute de l'employé comme tel. La même chose que le dommage résulte de la faute d'un tiers. Donc, vraiment, s'il réussit à déterminer que la faute, le préjudice n'est pas causé par la faute de l'employé, c'est un bon point. Même chose si le dommage est causé par une force majeure. Donc, quand on dit une force majeure, si l'événement est imprévisible, inévitable ou irrésistible, ou que ça provient vraiment d'une cause étrangère à l'employé ou à l'employeur. Donc, à ce moment-là, on pourrait aussi réussir pour l'employeur à dégager sa responsabilité. Donc, ce n'est pas dû à la faute de l'employé, c'est vraiment une force majeure qui a causé le dommage. Donc, c'est des moyens que l'employeur pourrait prendre pour dégager sa responsabilité dans le cas où l'employé aurait commis une faute. La responsabilité de l'employeur ne fait pas disparaître celle de l'employé. J'en ai glissé un mot en début de présentation. L'employeur qui se fait lui-même poursuivre, donc pour la faute d'un de ses employés, peut, lui, justement, se faire poursuivre, mais peut aussi poursuivre l'employé. Donc, on peut dire, bien, c'est pas de ma faute à moi, c'est de la faute de l'employé. Donc, s'il y a eu une perte, s'il y a un dommage quelconque, donc dans un cas, par exemple, où est-ce que il y a un préjudice corporel. Donc, une personne, l'employé, pendant ses fonctions, donc, exemple, dans un domaine médical, peut causer un dommage, donc fait une erreur professionnelle, cause un dommage, bien, à ce moment-là, la responsabilité de l'employé pourrait elle aussi être engagée. Nécessairement, il y a des assurances là-dedans et tout, mais la responsabilité, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'employeur. Il y a des façons pour l'employeur de se protéger. Donc, prendre nécessairement, tantôt on a glissé un petit mot sur l'employeur raisonnable, donc l'employeur qui prend vraiment les moyens pour éviter, premièrement, que les employés commettent des fautes et deux, limiter les risques aussi que ça arrive. Donc, premièrement, c'est sûr qu'un employeur diligent va s'assurer que ses employés ont la compétence d'agir pour les tâches qui lui sont confiées. Puis aussi de s'assurer du savoir-être. Donc, tantôt, on a donné l'exemple du livreur qui se présente, qui menace, qui insulte. Donc, un petit problème de gestion des émotions dans ce cas-ci.
Donc, vraiment, c'est au niveau du savoir-être également, ça peut éviter des petites bévues qui peuvent aussi engager la responsabilité des employeurs. Effectuer des suivis rapprochés, donc on le répétera jamais assez, donc suivre de manière rapprochée les employés, surtout si vous constatez qu'ils ont justement des problèmes de compétences ou de savoir-être. La gradation des sanctions, donc justement, ça se rapproche un petit peu du suivi rapproché, donc de vraiment appliquer les bonnes mesures au fur et à mesure pour pouvoir aussi démontrer si votre responsabilité est engagée, que vous étiez au courant justement d'une situation problématique, mais que vous l'avez adressée et que vous avez agi comme un employeur diligent, que vous avez vraiment fait une bonne application de votre droit de gestion. Puis aussi, ça passe aussi beaucoup par la formation. Donc, la formation, oui, au niveau des compétences, oui, au niveau du savoir-être, mais pourquoi pas une formation sur la sensibilisation de la responsabilité des employés. Donc, inviter les employés à se responsabiliser davantage pour justement qu'ils soient conscients aussi que autant leurs actions, donc professionnelles, que leur savoir-être au travail peuvent avoir des conséquences, oui, sur l'employeur et aussi sur eux-mêmes. Donc, ce n'est pas une double vie qu'on mène. L'employé conserve sa responsabilité. Donc, on est responsable, on engage notre responsabilité civile aussi, même quand on est au travail. Donc, ça peut être des petits points intéressants à sensibiliser les employés. Tantôt, je vous ai mentionné, il y a deux volets. Donc, il y a le volet civil, il y a aussi le volet au niveau du droit du travail. Donc, au niveau du droit du travail, l'employeur, donc dans son droit de gestion, peut, en fait, a différents moyens pour justement discipliner ou encadrer les employés quand ils commettent des fautes ou quand ils ont des actions là, qui seraient moins désirées. Donc c'est vraiment des exemples de fautes graves qu'on mentionne ici. Donc, la faute grave, on le sait, généralement, il y a des types de fautes. En fait, la faute grave pourrait permettre, là, dans certains cas, de rompre immédiatement le lien d'emploi. Je dis dans certains cas parce que c'est sûr que c'est au cas par cas. Même si on dit que le vol, la fraude, généralement, oui, là, ça peut permettre de rompre le lien d'emploi assez rapidement, mais c'est du cas par cas. Donc, quelques exemples de fautes graves qui pourraient vous permettre de discipliner ou de rompre le lien d'emploi rapidement. Donc, le vol, la fraude, l'utilisation nécessairement personnelle des biens de l'employeur qui est mise à sa disposition pour contrevenir à une politique ou même contrevenir à la loi. Donc, ça, c'est des bons exemples de fautes graves. L'appropriation aussi de documents de l'employeur. Donc, si, comme on l'a dit tantôt dans l'exemple où est-ce que l'employé qui utilise les documents de l'employeur, qui utilise des informations clients pour frauder, donc ça peut être un amalgame de ces exemples-là. L'accumulation d'absentéisme sans justification, donc dans un cas comme ça, où est-ce que ça vous cause à vous, même sans préjudice, là, mais si on fait un lien avec la faute, donc ça peut aussi être considéré comme une faute si ça cause un préjudice à un tiers, l'insubordination, le vol de temps, etc., etc. Gardez en tête que la gradation des sanctions aussi, pour quand vous considérez là, que l'employé, justement, commet une faute ou commet même une erreur, donc là, dans ce cas-ci, on parle vraiment de la faute, qu'elle soit grave. Donc, la faute a différents niveaux aussi. Donc, oui, elle peut être grave, mais elle peut être de moins grande importance. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre nécessairement qu'il y ait un préjudice pour appliquer votre droit de gestion. Donc, c'est vraiment dans tous les cas où est-ce que vous considérez qu'il y a une faute, de peu importe dans quelle gravité, votre droit de gestion vous permet aussi d'imposer des sanctions qui vont pouvoir varier au niveau de la gravité. Donc, dans le fond, le but de la rencontre d'aujourd'hui, c'était vraiment de vous démontrer dans quelles circonstances la faute de votre employé pouvait engager votre responsabilité. Puis gardez en tête aussi que l'application d'une saine application de votre droit de gestion qui implique tant l'application des bonnes sanctions que justement tout ce qui encadre la formation, etc., peut aussi vous permettre de démontrer que vous avez agi en employeur diligent et que votre responsabilité nécessairement est moins engagée dans ce cas-ci parce que vous avez tout mis en œuvre pour limiter les risques qu'une faute soit commise et qu'un préjudice soit commis et tout ça. C'était ce qui terminait ma petite présentation d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
sinon, on va mettre fin tout de suite. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que ça vous a allumé quelques petites lumières. Si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Puis sinon, on va probablement diffuser bientôt la petite présentation. Je vous remercie. Bon après-midi.